Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, chronique et reportage, 90 minutes et deux grands thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité. Et voici le sommaire de ce 4 juin. Les principaux sites pornographiques ferment leur plateforme en France. Ils protestent contre les règles qui leur imposent de couper l'accès aux mineurs. On a envie de leur dire bon débarras, mais c'est la santé mentale et la sexualité des adolescents qui est en jeu et ces sites vont certainement rouvrir rapidement. Comment protéger durablement nos enfants? Ce sera notre premier débat. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette question, les commissions d'enquête parlementaires sont-elles en train de devenir des tribunaux politiques? C'est ce que le Premier ministre reprochait aux députés après sa longue audition sur l'affaire Betaram. Vous ne m'avez interrogé que sur moi, sur ma responsabilité, sur ce que j'avais fait ou pas fait, sur le soupçon d'être intervenu, soupçon insupportable, que je sois intervenu dans l'affaire pour protéger des pédocriminels. Est-ce un écran de fumée allumé par François Bayrou? Faut-il mieux encadrer ces commissions d'enquête, notamment pour garantir les droits de la défense? Pourquoi ces lieux de contre-pouvoir importants se sont-ils multipliés ces dernières années? On répond à toutes ces questions, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le bras de fer ou le coup de pub des sites porno qui bloquent leur contenu en France depuis ce matin. Antoine Joubeau. Pour accéder à ce site pornographique depuis 16 h ce mercredi, c'est désormais impossible. À la place, la Marianne détournée du peintre Eugène Delacroix, accompagnée d'un texte contre le gouvernement. En suspendant l'accès à notre site en France, nous prenons position. Nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs. Incompréhension pour la ministre chargée du numérique. Ce référentiel, on l'a établi avec l'ARCOM, avec la CNIL. On s'assure aussi bien qu'on protège nos enfants, qu'on protège la vie privée des adultes. Il y a des solutions, il y en a de nombreuses des solutions. La vérification faciale, le tiers de confiance pour vérifier l'identité, même le bureau de tabac. J'y suis allée ce matin. On va au bureau de tabac, on nous donne un code pour entrer sur ces sites internet. Tout ça, c'est absolument sécurisé, donc c'est absolument cynique ce qu'ils sont en train de faire et bon débarras. En cause, la possibilité pour l'autorité de régulation audiovisuelle de bloquer les sites pornographiques qui ne vérifient pas efficacement l'âge de leurs visiteurs. Une mesure pourtant obligatoire depuis juillet 2020. C'est fait pour protéger les enfants. Or, pour protéger les enfants, il faut mettre des barrières. On sait qu'on a à peu près un gamin de 12 ans sur 2 qui va tous les mois sur un site porno qui n'est pas fait pour lui. Son cerveau, son corps ne sont pas fabriqués pour regarder ce matériel destiné aux adultes. Donc j'espère bien que les enfants vont comprendre que ce n'est pas fait pour eux. Ce n'est pas fait pour eux. Malgré les risques de contournement des restrictions, cette mesure est efficace selon ce spécialiste. Ce type de service va clairement compliquer la tâche, voire rendre impossible le contournement par des mineurs. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où vous avez des faux qui peuvent être faits ou que les procédures de contrôle sont insuffisantes, il pourrait y avoir des contournements. Mais globalement, ce type de service est efficace et change complètement la donne, change complètement le modèle économique de ces sites qui aujourd'hui ne contrôlent rien, sauf un simple clic pour accéder au contenu et rentrer dans le site. Dès vendredi 6 juin, tout site pornographique sans réelle vérification d'âge pourra être mis en demeure par l'ARCOM. Bon, il y a une liaison qui fait un peu mal aux oreilles, mais c'est pas grave. Ce sujet a été fait dans l'urgence, donc on s'en excuse auprès de vous. Et on va se poser cette question importante à propos des sites pornographiques. Et si on les fermait vraiment, après tout, pourquoi pas? On a envie de dire chiche à nos invités. Laurence Rossignol, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne, ancienne ministre, présidente de l'Assemblée des femmes, et vous avez mené plusieurs travaux sur ces sites pornographiques ici au Sénat. Justine Atlan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association e-Enfance. Michel Séjean, bonsoir et bienvenue, professeur de droit de la cybersécurité à l'université de la Sorbonne Paris-Nord. Et Antoine Oberhof, bonsoir. Bonsoir Thomas. Vous êtes éditorialiste politique à mes côtés tous les mercredis dans cette émission. Peut-être une réaction assez générale sur cette journée particulière, Laurence Rossignol, que vous inspire la réaction, ce coup de pression, cette fermeture temporaire des sites pornographiques?
Peut-être le plus important n'est pas cette réaction des sites pornographiques. Le plus important, c'est qu'à partir du 6 juin, les sites pornographiques sont dans l'obligation de fermer l'accès des mineurs à leur contenu. C'est ça le plus important. Sous peine de sanction. Après, la réaction des sites pornographiques, c'est un sujet... Mais c'est lié. S'ils le font aujourd'hui, c'est sans doute parce que l'événement, c'est qu'après plusieurs années de travail, de mobilisation, d'élaboration juridique, de recherche technologique, de combat au niveau de l'Europe, on en reparlera probablement tout à l'heure. Enfin, nous y sommes parvenus. Vous le disiez, je voyais ma collègue Marie Mercier qui l'évoquait. En 2020, nous votons l'amendement qui préconise que les sites porno doivent ne plus être accessibles aux mineurs. Amendement qui était superfétatoire, c'est le professeur doit le savoir, puisque déjà il était prévu dans la loi, dans le code pénal, que les contenus pornographiques ne doivent pas être accessibles aux mineurs. Sauf que Internet avait un peu tout changé, rendu tout plus difficile. Il a fallu le repréciser et c'est là que la bataille a commencé. Et la bataille s'est menée au Sénat. Je suis assez fière de le dire aujourd'hui. Après, j'arrêterai le moment cocorico. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est déjà une en fait, avancée. moi, dans ma vie politique, dans ma vie parlementaire, il n'est pas si fréquent que ça, qu'on commence une bataille et qu'on la voit réussir au moins en partie une première étape. Et parce que quand on a commencé sur la fermeture de sites porno mineurs, on a expliqué que c'était pas possible. C'est-à-dire que tout le monde était sous l'emprise des sites porno, des technos qui disaient ah mais non c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Vous vous battez contre des moulins à vent. Eh ben la preuve qu'on ne s'est pas battu contre des moulins à vent et c'est une bonne nouvelle et on est mobilisé pour continuer. Alors Justine Atlan, il y a aussi un côté coup de pub dans cette opération puisque tout le monde en parle, mais c'est peut-être aussi la démonstration qu'effectivement on tient le bon bout. On tape là où ça fait mal, quoi, d'une certaine façon. On n'est pas très loin d'arriver à notre objectif. Oui, absolument. C'est vrai que c'est une dernière tentative, une espèce de sursaut ultime que ce leader, quand même, de l'industrie pornographique en ligne tente. Alors, il est coutumier du fait, puisqu'il l'a déjà fait, y compris aux États-Unis, où il y a des États américains qui avaient tenté effectivement aussi de mettre en place le même nombre de mesures. Ça avait marché, donc il le tente en France. C'est vrai que c'est un gros coup de communication. On est, je pense, tous assez rassurés sur le fait qu'ils vont se mettre en ordre de marche, en réalité, mais ils mettront le temps qu'il faut et puis ils vont certainement négocier avec l'Arcom pour le faire. Mais c'est vrai que ça montre bien qu'ils sont acculés. D'ailleurs, cette démarche est vraiment, je trouve, totalement déplacée aujourd'hui. Elle paraît complètement anachronique compte tenu de la maturité de la société face à ce sujet-là, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes. Les jeunes adultes aujourd'hui qui ont consommé beaucoup de pornographie il y a peut-être encore 10 ans, vous dites mais c'était beaucoup trop tôt et on ne veut pas que nos enfants, nos petits frères, petites sœurs le fassent. Donc plus personne n'est d'accord avec cette posture. Donc elle est complètement archaïque, ridicule. Et effectivement, je pense qu'elle montre qu'ils ont très peur que l'Arcom, effectivement, se saisisse de son pouvoir qu'il a maintenant pour la loi et à partir de vendredi, commence à lancer effectivement des procédures qui, à terme, les auraient bloquées. Donc ils prennent la main en disant plutôt que d'être bloqués par effectivement une autorité indépendante, on s'autobloque nous-mêmes. Et je pense qu'effectivement, ils avaient quand même conscience d'un risque réputationnel s'ils se faisaient bloquer par une autorité indépendante en France. Avec une double question, Michel Sellon, peut-être ce que vous pensez de ce coup de pression ou coup de pub. Et puis, est-ce que c'est pas, je reprends ce que vous disiez, au-delà du cas de ces sites pornographiques, il y a un enjeu sur ce qu'Internet a changé, la liberté sur Internet, espace de droit ou de non-droit. Il y a aussi toutes ces questions-là qui viennent derrière, quoi. Ben, là, on est sur un zoom très fort sur la question d'une restriction. Il ne faut pas oublier que le principe en France, c'est la liberté de publier des contenus. Et ça reste notre principe. C'est le principe de la liberté d'expression. Mais là, on est sur une exception qui est très importante, qui concerne la santé des mineurs, le bien-être des mineurs. Et d'ailleurs, un tribunal administratif a jugé le 15 avril 2025, donc il y a quelques jours, que c'était pas contraire à la liberté d'expression ni à la liberté du commerce et de l'entreprise que de faire ces blocages, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant prime au titre de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et j'aime bien ce moment-là juridique qui nous permet de mettre un peu la hiérarchie de nouveau sur le papier. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer? Qu'il y aurait des manifestations dans les rues pour défendre des questions au gouvernement, peut-être les sites pornographiques, ou des questions au gouvernement? Non mais franchement... C'est difficile à dire parce que moi, j'imagine pas effectivement une manifestation de personnes qui descendent dans la rue avec des pancartes. Je ne sais pas ce qu'il y aurait sur les pancartes, mais je pense que là, ils essayent de gagner, d'occuper le terrain. C'est la dernière solution qui leur reste. Occuper le terrain, un peu comme une sorte de fronde. Et puis, ils savent que la prochaine actualité écrasera la précédente. Donc, je pense que la prochaine séquence de communication arrivera très vite.
Mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, ils ont donné beaucoup de popularité à l'Arcom, dont peu de gens entendaient parler jusqu'à présent. Et dont on va attendre les décisions gratuite dans quelques jours. à l'Arcom, qui n'était pas encore entrée dans le paysage audiovisuel, paradoxalement, auprès de l'opinion publique. On peut en discuter, mais ça, c'est sur un autre débat. Voilà, sauf quand certaines références TNT ont été supprimées. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je voudrais qu'on revienne sur ces chiffres qui sont quand même à la fois édifiants et effrayants. 21% des garçons de 10-11 ans, 50% des 12-16 ans, 66% des 16-17 ans consultent chaque mois des sites pornographiques. C'est effectivement l'Arcom qui nous dit ça, enquête de 2023. Est-ce qu'ils sont, Justine Atlan, stables ces chiffres? Est-ce qu'ils s'aggravent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus nombreux? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, la tendance, en quelque sorte. La tendance, elle est pas bonne, effectivement, parce que les chiffres s'aggravent. Je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'il y a plus 36% de fréquentation de ces sites depuis 5 ans. Donc, évidemment... il y a 5 ans, tout le monde pense à l'événement du confinement, qui a accéléré les usages numériques de tout le monde, des jeunes aussi, et ce type de consommation de contenu par les jeunes. Donc plus 36% en 5 ans, c'est beaucoup sur ces mineurs qui, je vous rappelle, ne sont pas censés du tout être exposés à ces contenus. Et il y a aussi d'autres chiffres qui sont sortis récemment sur le Haut Commissariat justement à l'égalité homme-femme. Je pense que vous avez peut-être vu les chiffres sur les stéréotypes hommes-femmes. Et qui est très grave aussi, c'est que finalement, ces stéréotypes contre lesquels on lutte et le discours sociétal a beaucoup évolué. En revanche, on se rend compte que la jeune génération, les stéréotypes se sont aggravés depuis une dizaine d'années, entre 2014 et 2024. Et quand on creuse sur quelles données, c'est manifestement quand même beaucoup lié à l'exposition à ces contenus pornographiques, parce que c'est vraiment une vision de la femme par rapport au consentement, à l'objet sexuel que ça doit être, à son acceptation de la violence. Oui, parce que les contenus sont de plus en plus violents. Voilà. Donc on voit bien que ça a un vrai impact, non seulement sur le psychisme, la santé mentale, physique des jeunes et des adultes, mais sur la société en général, ce qui est gravissime. Comment vous expliquez cet étrange paradoxe assez préoccupant dans le fait qu'il y ait eu la vague MeToo, que les questions de consentement soient quand même sur le haut de la pile, en tout cas dans certains milieux, et que paradoxalement, il y ait cette socialisation sauvage, cet éveil à la sexualité complètement, c'est deux vents contraires. Il y a deux vents contraires, c'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement MeToo et le débat public que MeToo a provoqué, qui est un débat de prise de conscience des questions de violence sexuelle. Et puis, il y a des gamins qui regardent de plus en plus de films porno, de plus en plus violents. Et effectivement, Justine Atlan évoquait l'enquête du Haut Conseil à l'égalité, où on est tombé l'année dernière sur un chiffre assez terrifiant. Je crois que c'était 1/4 des moins de 25 ans pensent qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est normal de bousculer un peu une femme. Bousculer, forcer un peu une femme. Et quand on regarde ça, on se dit... chez les moins de 25 ans, un chiffre qui est supérieur aux tranches d'âge plus âgées. Donc c'est une génération. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il y a une seule explication possible, c'est la contre-culture du porno par rapport à la culture collective qui est celle, effectivement, du consentement. Et qui, elle, s'est aggravée, parce que les contenus pornographiques d'aujourd'hui sont bien plus violents, bien plus graves que ceux d'il y a peut-être 30 ans, qu'on imagine dans des films qui, aujourd'hui, paraissent finalement extrêmement soft. Et c'est ça aussi qu'on a payé, c'est que le décalage, pendant longtemps, on n'a pas parlé la même chose, c'est-à-dire qu'on parlait de pornographie avec les acteurs les personnalités politiques, etc. Ils avaient encore ces images-là dans la tête. Or, ce qu'on voyait, nous, et ce que consommaient les jeunes, c'était ce qu'on voit aujourd'hui, maintenant, et que je pense que tout le monde a conscience. Oui, maintenant, tout le monde en a conscience, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Et pendant ce temps-là, il y a une génération qui a consommé ces contenus. Faut quand même avoir en tête que le porno, c'est avant tout une machine à cash. Oui, alors ça, on va en parler de l'aspect business, parce que c'est très important. Mais pourquoi les contenus sont de plus en plus violents? C'est que pour fidéliser les consommateurs, qui, eux, recherchent une excitation sexuelle, au bout d'un moment, ils se lassent. Donc, il faut continuellement changer les personnes qui sont dans les films, que j'arrive pas à appeler actrices parce que c'est des victimes, changer les personnes qui sont dans les films, changer les scènes, et de plus en plus de violence. Et on sait aussi, mais Justine Atlan connaît ça encore mieux que moi, je crois, que après, l'excitation supérieure, c'est d'aller vers la pédopornographie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuum chez les gros consommateurs vers ça. Et puis on a quand même des phénomènes incroyables, c'est qu'on a des addictologues qui maintenant se sont spécialisés dans l'addiction au porno. Avant, elles traitaient de l'alcool, du cannabis ou de la cocaïne, et aujourd'hui, ils ou elles traitent de l'addiction au porno, c'est-à-dire d'hommes qui n'ont plus d'autre sexualité que celle que le porno leur procure.
Alors face à ce coup de force ou coup de pub de ce géant des sites pornographiques, il y a eu plusieurs réactions politiques aujourd'hui, notamment celle de la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chiapas, qui était au micro de Quentin Calmet cet après-midi. Écoutez. Je leur dis bon vent, parce que personne n'est au-dessus des lois de la République. Et s'ils ne veulent pas protéger nos enfants, parce que c'est la seule chose qu'on leur demande, protéger nos enfants de ces contenus pornographiques, qu'ils s'en aillent. Et cette espèce de coup de pression là qu'ils nous mettent, où ils essayent de dire si c'est comme ça, nous on part, eh bien partez. Parce que personne ici, en République, n'a le droit d'être au-dessus des lois. Qu'il s'en aille, il y a un autre ministre, Jean-Noël Barrot, qui dit bon débarras. Et vous, Antoine, je vous le dis, c'est pas trop tôt. Oui, Thomas, moi, ce qui me frappe à titre personnel, c'est la désinvolture. La désinvolture avec laquelle les géants de l'industrie du porno ont baladé nos autorités pendant des années. Qui a pu croire sérieusement à un moment qu'un simple clic pour déclarer être majeur allait arrêter un ado de 12-13 ans? Personne en réalité. Résultat, des générations entières ont grandi en regardant des vidéos où la domination sexuelle voisine toujours, immanquablement, la violence et le sexisme, une véritable porno-pandémie. Porno-pandémie, c'est le terme utilisé par certains professionnels du secteur de l'enfance. Comme si nous ne percevions pas clairement que le business de ces plateformes repose sur des revenus publicitaire, donc du trafic, parce que quand c'est gratuit, ce sont évidemment nos enfants le produit. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après cet épisode qu'on est en train de vivre? Alors, c'est un peu tôt pour le dire, on aura l'occasion d'en débattre, mais ça ressemble quand même à la fin de l'impuissance, une sortie de la naïveté. La loi pour la sécurisation et la régulation de l'espace numérique qui a été votée en mai 2024 change la donne, et à partir du 6 juin, vous le rappeliez, Laurence Rossignol, l'Arcom pourra, en tant que gendarme de l'audiovisuel, infliger des amendes sans passer par un juge, et c'est important, bloquer ou déréférencer les sites porno accessibles aux mineurs. C'est une avancée concrète. Qu'est-ce qu'il fallait faire avant? Parce qu'avant, il fallait, et vous en savez quelque chose, il fallait attendre des décisions de justice. À l'automne 2024, par exemple, la Cour d'appel de Paris avait bien ordonné le blocage de sites comme Xhamster au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'était le motif invoqué, mais impossible juridiquement de toucher à des sites comme Pornhub ou Xvideo, hébergés à l'intérieur de l'Union européenne, au Luxembourg ou en République tchèque en particulier. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette immunité? Eh bien, une directive européenne de juin 2000 imposait la libre circulation des services numériques entre États membres. Il a donc fallu attendre que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce pour finalement agir. Voilà ce qu'il se produit, Thomas, quand on fait primer la hiérarchie des normes sur la protection des droits de l'enfant. Fort heureusement est arrivé le Digital Services Act, qui impose aujourd'hui des obligations strictes aux plateformes, un peu tardivement quand même. Alors est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que la puissance publique a vraiment gagné son bras de fer? Pas vraiment, j'aimerais le dire, mais pas encore, parce que pour beaucoup d'experts, la vraie solution serait de mettre fin à cette gratuité à la base de leur modèle économique. Ce serait radical mais simple, pas de porno sans carte bleue. Les plus malins trouveront toujours un moyen, bien sûr, de se procurer une carte de crédit, mais au moins la pornographie redeviendrait un acte transgressif, pas un réflexe quotidien, pas cette addiction. Mais le vrai défi aujourd'hui, selon moi, ce sont les réseaux sociaux. Twitter est un site pornographique. C'est l'actrice et productrice de X, Nikita Bellucci, qui le dit, pas moi. Et elle va même plus loin, c'est devenu le dark web. On y trouve des vidéos zoophiles, pédocriminels, des appels au viol. Et sur ce point, force est de constater que les procédures de signalement arrivent malheureusement toujours avec un train de retard. Alors, je reprends merci beaucoup Antoine, je reprends la question de notre titre et je commence avec vous, Michel Séjean. Et si on les fermait vraiment, ces sites? Pour de bon? Si on considère qu'ils sont nuisibles à la société? Oui, c'est une idée qui est séduisante. Elle est difficile à mettre en œuvre juridiquement, mais pour de bonnes raisons. La difficulté, elle est liée au fait qu'il faut toujours garder comme principe la liberté. Quand on réfléchit au cas d'usage de ce que c'est que la pornographie, bien sûr, on voit des images, on peut tous à peu près être d'accord sur l'idée que l'image qui va nous venir à l'esprit, il faudrait qu'elle n'arrive plus sur Internet. Mais après, je fais confiance à toutes les parties prenantes pour tirer le débat vers des cas un peu frontières, comme vous vous souvenez par exemple le tableau L'origine du monde, où on lui dit est-ce que c'est de la pornographie ou pas, mais non, c'est de l'art, et pourtant Facebook l'a censuré parce qu'il disait que c'était de la pornographie. Et donc, si on veut fermer des sites, on peut le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, comme l'a dit le chroniqueur, l'Arcom a le pouvoir de le faire sans passer par un juge. Mais
il faut rester vigilant sur le fait que... Mais vous dites quoi? Pardon, je vous interromps, mais aller jusqu'à... Si on considère que ces contenus pornographiques font la promotion de la violence contre les femmes, au-delà même du cas des enfants qui les regardent, on pourrait tout simplement dire, interdisons-les. Vous dites non, c'est une atteinte aux libertés. Ah non, je n'ai pas dit que c'était une atteinte à la liberté, je dis qu'il faut le faire d'une manière qui continue de respecter le principe de liberté. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et donc... moi, je serais favorable pour qu'il soit fermé, bien sûr, et je pense que c'est possible. Et même des types, peut-être, pour apprécier la proportionnalité des types de pornographie. On pense par exemple des catégories racisées qui sont quand même particulièrement insoutenables ou qui appellent à l'inceste. Les rubriques qui s'appellent En famille, qui sont des rubriques de tubes pornographiques, de petites vidéos pornographiques, mettent en scène des relations sexuelles entre le tonton et la nièce, la belle-mère et le beau-fils. Voilà, c'est-à-dire que nous, on se bat pour sortir l'inceste du silence qui pèse sur les victimes, et en même temps, on laisse autour de nous se propager. Est-ce qu'on peut les interdire ou pas? Moi, dans la loi je prends le progrès qu'on est en train de vivre, je le sous-estime pas. Mais bon, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, je ne vais pas répondre à votre question parce qu'en fait, vous la posez avec plein de bonnes intentions, j'en suis certaine. Mais c'est pas la bonne question, c'est ça? Mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on va en rester sur ce que l'on veut aujourd'hui. Parce que j'entends bien, je vois bien les gens qui sont à l'affût, qui sont en embuscade et qui disent « Ah, regardez, en fait, ce qu'ils veulent, c'est fermer les sites pornographiques, c'est qu'un premier pas. » Donc on va en rester là. Mais je voudrais quand même rappeler qu'on peut trouver d'autres infractions pénales contre ces sites. Au moment de la loi Sren, qui a fait des avancées, certes, mais je regrette qu'elle n'ait pas la loi de mai 2024. La loi de mai 2024, pardon, la loi sur la sécurité régulation de l'espace numérique. Nous avions déposé d'autres amendements. Par exemple, des amendements pour appliquer des sanctions pénales aux sites qui font la promotion de l'inceste, aux sites qui font la promotion de la pédopornographie. Par exemple, aujourd'hui, pour qu'une vidéo soit retirée par Faro, qui est la cellule du ministère de l'Intérieur, qui retire des vidéos, par exemple, terroristes, je vais prendre un tout petit peu long pour expliquer. Aujourd'hui, pour qu'une vidéo soit retirée au titre de la pédocriminalité, il faut que la personne, l'enfant qui est dans la vidéo, soit réellement un enfant, un mineur, voire même qu'il soit vraiment un enfant, qui retienne des critères qui sont un peu gênants, qui est prépuberté ou post-puberté. Nous, ce que moi j'avais déposé des amendements avec plusieurs collègues, ce que nous on défendait, c'est que peu importe que l'actrice, entre guillemets, l'acteur soit un mineur ou un majeur, ce qui compte, c'est qu'il est mis en situation d'être un enfant. Et donc, par là, on fait la promotion de la pédocriminalité. Même chose pour le racisme, même chose pour l'incitation au viol. Donc, nous avons encore beaucoup de bagarres juridiques à mener. Notre problème, en fin de compte, il n'est pas notre imagination juridique dans le respect de la loi. Notre problème, c'est les outils, les moyens humains, les moyens d'enquête qui sont entre les mains des enquêteurs et des magistrats pour poursuivre tout ce qui devrait être poursuivi. J'abonderai dans le sens de Laurence Rossignol, c'est-à-dire que d'abord, ne tombons pas dans le piège que nous tendent depuis des années les sites pornographiques, qui est de mélanger leur respect de l'interdiction des mineurs sur la plateforme avec l'interdiction de leur existence propre. Ils nous ont toujours piégés là-dedans, en nous en passé pour des abolitionnistes, alors qu'à notre place de protection de l'enfance, on est juste pour le respect du cadre légal qui a préexisté à Internet, qui est que ce sont des contenus dits pour adultes, Voilà. Donc en fait, ne mélangeons pas les débats, sinon effectivement, on est taxé d'être en embuscade, effectivement, pour les femmes. Par ailleurs, cette industrie pornographique est victime, non pas les entrepreneurs, mais ceux qui malheureusement parfois en vivent, du fait qu'il n'y a aucun encadrement. Parce qu'effectivement, c'est une zone d'ombre et de tabou pour la société. Tout le monde en consomme, mais personne ne veut trop regarder ce que c'est. Personne surtout veut aller voir dans quelles conditions sont réalisés tout ça, comment les contenus arrivent, comment ils sont filmés. Et là, en revanche, effectivement, on peut aller voir, parce que ce soit de la pornographie ou autre, c'est pas le sujet. C'est qu'il y a des conditions de production, de de maltraitance. Et donc on a des outils juridiques. On a des outils pour aller effectivement encadrer la donne sur ces sites. On va pas interdire la pornographie pour la pornographie. On va interdire des contenus qui ne respectent pas des droits, des libertés, etc. In fine, on verra bien ce qui restera. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le sujet. Il y a deux procès importants qui sont à venir. Absolument. Le procès Jackie et Michel et le procès French Boukake, et 50 parties civiles de jeunes femmes qui ont porté plainte pour viol contre les organisateurs et aussi contre les hommes qui étaient sur les tournages avec elles. Je reviens sur ce qui se passe à partir du 6 juin, Michel Séjean, c'est-à-dire que l'Arcom va avoir la capacité
taper au portefeuille. Je suis un peu trivial, mais c'est ça la menace. Oui, elle a la capacité de bloquer le site sans passer par un juge. Et cette capacité de blocage, elle est précédée par une mise en demeure, donc une lettre qui va consister à dire maintenant, vous devez faire ce que je vous ai demandé, c'est-à-dire mettre en place un mécanisme pour repérer si la personne qui va consulter est mineure ou pas. Et ils savent le faire puisqu'ils le font, ces sites-là, pour les personnes qui veulent publier des vidéos. Donc l'idée selon laquelle il n'y a pas de bon moyen pour le faire, c'est pas une bonne idée, parce qu'ils ont même des outils comme Yoti, par exemple, qui est une plateforme qui permet justement l'identification des personnes qui sont filmées avant de publier la vidéo pour pouvoir vérifier que ces personnes sont majeures. Donc pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas le faire pour les personnes qui consultent? Et ça, elles ne donnent pas la réponse. Ouais. La France est évidemment pas la seule à vouloir protéger ses enfants et ses adolescents des contenus pornographiques. L'Union européenne vient de lancer une enquête sur l'insuffisance des mesures prises par les principales plateformes. On écoute le porte-parole de la Commission européenne, Thomas Régnier. Nous soupçonnons ces plateformes pornographiques de ne pas évaluer et atténuer correctement les risques liés à leurs services et de ne pas empêcher efficacement les enfants d'accéder à des contenus pour adultes. Nous allons maintenant mener une enquête approfondie et invitons les 4 entreprises à coopérer tout au long du processus. Justine Atlan, est-ce qu'il y a d'autres pays européens ou même ailleurs qui sont plus efficaces que nous, qui ont réussi à bloquer, interdire ces sites à l'accès aux mineurs? Alors, dans les démocraties, non. Parce qu'après, on trouve toujours des solutions formidables, mais dans des États totalitaires, je ne suis pas sûre qu'on soit prêt à prendre tout le paquet. En revanche, dans les démocraties, non. Comme je vous disais, les États-Unis ont essayé de faire la même chose que nous, enfin des États américains, et n'ont pas réussi face à ce rapport de force des sites pornographiques qui ont fait la même chose qu'aujourd'hui, mais qui l'ont emporté. Donc c'est vrai que la France est regardée de très près, effectivement, par l'Union européenne. Pour autant, l'Union européenne travaille évidemment sur ce sujet-là. Le DSA est quand même assez clair sur, effectivement, le droit est très aligné avec nous. Les lignes directrices qui vont être publiées prochainement vont encore plus loin sur la vérification d'âge, l'estimation de l'âge, etc. Et en plus, l'Europe est en train de travailler sur un système d'estimation et de vérification de l'âge, notamment de majorité, qui va être en test dans 5 pays, dont la France, l'Espagne, la Grèce, le Danemark, là, vraiment dans les semaines qui viennent, et qui va avoir, effectivement, normalement, va être généralisé. Donc, l'Europe est plutôt pragmatique, c'est-à-dire qu'elle essaye d'abord de créer un système de vérification d'âge qui sera plus contestable, qui sera pouvoir être diffusable dans tous les pays d'Europe, interopérable, etc. Et ensuite, ce système existera. Ils pourront effectivement factuellement dire aux sites pornographiques, maintenant il n'y a plus d'excuses, comme vous l'avez dit, il faut attendre un système, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable? Il y en a au moins un qui existe dans tous les pays d'Europe, et donc cette ultime excuse que vous avez ne pourra pas exister. Donc vraiment, on est très proche du fait que l'action de la France soit généralisée dans tous les pays, mais légalement tout existe, il n'y a pas besoin. Sauf que ces sites, je reviens vers vous, mais Michel Séjean, ces sites, ils sont pour certains situés, enfin leur siège social est dans certains pays d'Europe. Oui. Oui, mais avec le DSA, ça pose aucune difficulté, justement. C'est le but d'avoir... Donc le Digital Services Act dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est le règlement européen, on pourrait dire une loi européenne, disons, pour simplifier, qui concerne les contenus, le caractère illicite des contenus. Et parmi ce caractère illicite, bien sûr, il y a la pornographie. Et le fait que ce soit un règlement fait qu'il est uniforme pour tous les pays de l'Union européenne. Après, il peut y avoir des adaptations par le droit interne, mais sur l'essentiel, il est uniforme pour tous les pays de l'Union européenne. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui inquiète énormément d'ailleurs les plateformes qui sont basées soit à Chypre, soit en Hongrie, et vous parliez, Antoine, de République tchèque, Luxembourg, enfin... Les plateformes et les tournages, ils ont les deux. Il y a pas mal de pays européens qui sont dans un... Sur la Hongrie, un mot quand même. La Hongrie, ce pays urbain qui se présente comme étant le berceau de la civilisation, de la rigueur et de la morale européenne, qui poursuit les femmes qui veulent avorter, mais qui est aussi un des pays dans lequel l'industrie pornographique prospère, mais quelle hypocrisie et quel scandale moral. Je ne pouvais pas m'empêcher. Eh ben non, mais vous avez raison. Je pense que personne ne va vous contredire ici. Ce levier européen, Laurence Rossignol, voilà, qu'est-ce qui peut changer? C'est très important parce que dans les arguments qu'on a entendus au début de cette campagne qu'on mène avec les associations, avec e-enfance, mais aussi des associations féministes, avec Oser le féminisme, on a quand même un consortium d'acteurs entre nous. On nous a dit « Ah oui, mais ça, de toute façon, Internet, ça ne connaît pas de frontières, vous n'y arriverez jamais, il faut l'Europe ». Et ce qui est intéressant, c'est que depuis les dernières années, on a vu que c'est un problème qui est dans chaque pays.
En fait, tout le monde est confronté au même problème. Partout, il y a des enfants, partout, il y a des parents, et partout, il y a des États qui se rendent compte que la pornographie déstructure la représentation de la sexualité chez les enfants. Alors, hors Union européenne, il y a un pays qui a aussi beaucoup travaillé, c'est le Royaume-Uni, qui est très aussi mobilisé là-dessus. Et il y a maintenant suffisamment de pays. Il y a l'Italie, effectivement, l'Espagne qui va être dans la Grèce, la Slovénie, je crois bien, et le Danemark. Et on voit qu'au niveau de l'Union européenne, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. Et au fait aussi quand même une plus grande sensibilité de la Commission à ce sujet qu'il y a quelques années, où quand même, quand on arrive avec nos histoires de porno, on nous regarde en disant on a des choses plus sérieuses à régler et organiser. Maintenant, ça devient un sujet collectif. Est-ce que sur le plan de la bataille culturelle, bien souvent, les gens qui ont porté ce combat dont vous faites partie nous disent pendant des années, on a été considérés comme des mères la morale, on nous disait vous êtes des ministres froids, que sais-je encore. Est-ce que la révolution des imaginaires est en train de s'opérer de telle manière à ce que le porno ne soit plus du côté du, passez-moi l'expression, pardon, du cool, mais du glauque en réalité. Et que reproduire, y compris des scénars dans sa vie privée et intime, qui sont le fait de la pornographie, soit proprement glauque. Est-ce qu'on est à ce moment de bascule des imaginaires? C'est comme le tabac, si je peux me permettre, c'est comme le tabac. Le tabac, à une époque, c'était cool, c'était la liberté individuelle, et il fallait que les femmes fument parce que c'était la promotion sociale. Et à un moment donné, tout le monde a compris que le tabac, c'était dangereux, et c'est devenu une question de santé publique. Eh bien, pour le porno, c'est en train de devenir une question de santé publique. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Alors allons-y, Michel Séjean, Justine Attelan, l'un ou l'autre comme vous voulez. Non, il a fallu une génération qui soit quand même brûlée à ça. C'est-à-dire, ce qui est un peu dommage, c'est que oui, on était sans doute quelques-uns à le pressentir. C'était pas très compliqué de le sentir. Mais il a fallu quand même, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qu'on ait des jeunes adultes d'aujourd'hui, qui ont 25 ans, etc., qui ont regardé de la pornographie à partir de 12 ans et qui peuvent témoigner. Et donc, effectivement, ce sont des jeunes. Donc, on n'a plus l'air d'être vieux, réac et pas cool quand on mène ces combats-là, puisque les jeunes eux-mêmes nous disent mais non, effectivement, faites quelque chose. Ce n'est pas possible qu'à 12 ans, j'ai pu consommer ça, que je sois devenue accro à ça, que j'ai des problématiques dans ma représentation de mon corps, de ma sexualité. Vous parlez d'une génération brûlée ou sacrifiée. Sacrifiée, c'est vrai que c'est quand même le cas. Et c'est toujours un peu dommage d'en arriver à ça et qu'on ne puisse pas faire confiance à un espèce de risque de précaution qui est facile quand même à appréhender sur ces sujets-là. Pour un niveau là, maintenant, il faut faire attention sur, comme on l'a dit, avec comment coexiste MeToo et ça, sur les combats qui sont quand même de près ou de loin, quand même, touchent la liberté de la femme, etc. C'est très facilement réversible, donc rien n'est gagné et il faut continuer effectivement à avancer parce qu'il y a une lame de fond qui peut être présente et la maltraitance de la femme, l'objet sexuel qu'elle est, voilà, est quand même très ancestrale et peut revenir assez facilement. Michel Séjean, vous vouliez intervenir. Je voulais revenir sur la bataille culturelle que Antoine évoquait parce que moi je suis né dans les années 80 et dans les années 80 à 19h45 le samedi, il y avait une émission qui s'appelait La Plémette et elle venait et elle se déshabillait, il y avait un parterre d'hommes qui hurlaient, etc. Et c'était considéré comme quelque chose de cool, en fait. Sauf que nous, les enfants, on voyait ça, on avait 6-7 ans, à 19h45, c'est quand même une heure de grande écoute. Oui, c'était juste avant le JT, effectivement. Les Coco Girls, les Coco Boys, il n'y avait pas de débat sur le fait est-ce que c'est bien ou pas. Et ces images-là, on les a intégrées. Et aujourd'hui, moi, je suis content de voir qu'on est sur ce plateau et qu'on en discute, pas seulement sur le volet mais même si on prend vous parliez du Royaume-Uni, je vais vous redonner la parole, mais si on prend certains tabloïds, il y avait une photo de femme nue en page 2 ou 3, et ça fait pas si longtemps que ça a été abandonné, ça. Oui, et donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait ce débat pas seulement au niveau du droit, même si je comprends bien l'importance que le droit peut avoir pour consolider, pour conforter, et parfois même pour devancer un certain nombre d'évolutions. Mais ce n'est pas que le droit qui va résoudre ces problèmes-là. La bataille culturelle est aussi très importante. Et quand je vois l'impact d'une série comme Adolescence, les 4 épisodes, qui ont fait changer les conversations, je pense, dans les maisons. Et c'est dans les maisons. Alors, il faut peut-être expliquer pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est une série britannique, je crois, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, enfin, je ne veux pas spoiler, mais qui est soupçonné d'avoir tué l'une de ses camarades de classe. Et effectivement, on se rend compte qu'il a été biberonné un certain nombre de contenus violents. Bon, voilà, je résume, je simplifie un petit peu. Oui. Et en fait, moi, je pense qu'il y a des choses que le droit peut faire, mais sur cette partie-là,
il doit continuer d'occuper sa place, mais il faut aussi qu'il soit complété par des instruments culturels qui permettent de rentrer dans l'intimité des foyers, de sensibilisation, ce que le droit etc. ne peut pas faire et ne doit pas toujours faire. Et c'est bien qu'on rappelle cette dimension multivariable, en fait. Oui, qu'on reparle un peu des moyens, parce que ça fait partie des arguments donnés par les sites pornographiques. Alors, on l'a montré dans notre sujet d'ouverture, ils se posent évidemment en défenseurs de la liberté, ils affichaient le tableau de Delacroix, là, la liberté guidant le peuple, sur leur site aujourd'hui. Et puis, voilà ce que nous dit le vice-président chargé de la conformité chez le propriétaire de deux des principaux sites pornographiques mondiaux. Nous ne voulons pas, nous ne recueillerons pas les informations d'identification personnelle de nos utilisateurs. Il s'agirait là d'une énorme violation de la vie privée. Son contexte est inefficace. Donc si vous avez un système qui protège les enfants, qui fonctionne réellement et qui protège la confidentialité des données des utilisateurs, le problème de la vérification de l'âge sera résolu. Et la seule solution que nous envisageons et qui satisfasse ces deux critères est une vérification de l'âge sur l'appareil directement. Vérification de l'âge sur l'appareil directement et critique consiste à dire que le système qu'on leur propose est inefficace. Justine Atlan, qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est inaudible. Oui. C'est inaudible parce que c'est un mensonge même. Oui, bien sûr, c'est leur argument depuis toujours de dire on ne peut pas faire, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors c'était peut-être entendable il y a 10 ans, mais évidemment aujourd'hui ça l'est pas du tout. En plus, ils ne sont pas sans savoir que, évidemment, qu'au niveau gouvernemental, institutionnel français, il a été vraiment question de sécuriser ces systèmes. Évidemment, c'était un enjeu énorme. On a travaillé. Protéger l'anonymat des utilisateurs. La CNIL a été. Il faut se souvenir que la CNIL était contre au départ, les systèmes de vérification, parce que justement, elle considérait que ça ne protégeait pas la vie privée, les données personnelles. Donc la CNIL a été plutôt un ennemi dans notre combat pendant très longtemps. Finalement, petit à petit, la CNIL a compris les enjeux et s'est rapprochée, a fait un travail avec l'ARCOM pour trouver une solution qui protège vraiment les données personnelles. Les données personnelles ne sont pas collectées du tout par les sites pornographiques, elles ne sont à aucun moment stockées, même par le soi-disant tiers de confiance qui juste les voit passer mais ne les stocke pas. Donc en fait, les seuls qui ont les données personnelles, c'est ceux qui les ont déjà, ce sont les représentants de l'État, qui sont garants de nos identités, qui les connaissent, qui vont pouvoir à un certain moment donner une espèce de jeton de majorité qu'on pourra ensuite utiliser pour demander aux sites pornographiques de nous ouvrir les portes quand on est majeur. Donc tout ça est extrêmement travaillé, sécurisé, donc c'est vraiment pas une question et c'est vraiment se moquer du monde que d'entendre ces sites-là qui, à mon avis, malmettent déjà pas mal les données personnelles de leurs clients puisque c'est de ça qu'ils vivent. Donc c'est quand même... L'hypocrisie, elle est quand même là. C'est une hypocrisie énorme de les entendre. On est bien d'accord. Dans leur modèle économique, comme ils sont gratuits, c'est la publicité et les données. Les données. Ils ne vivent que de ça. Alors subitement, ça devient leur sujet et ils deviennent les garants de ça. Alors effectivement, on comprend bien, moi je comprends bien que leur sujet aujourd'hui, c'est d'avoir l'air d'être du côté des internautes et de leur dire mais nous on protège à tel point qu'on est prêt à se couper de votre marché pour protéger vos données, ce qui fait que quand ils reviendront sur le marché, parce qu'évidemment ils vont revenir, ils vont pas se priver de leur deuxième ou troisième marché qu'est la France, ils vont dire regardez, nous on est vos défenseurs, donc la solution de vérification qu'on vous offre, elle est la plus garante de vos droits, etc. Et donc je pense qu'ils espèrent bien finalement recollecter à nouveau tous leurs clients quand ils reviendront. C'est pas une colle, Michel Séjean, mais combien peuvent-ils gagner par jour? Parce que là, ils ont fermé leur contenu aujourd'hui. Moi, je fais le pari que dès demain, peut-être après-demain, ça sera de retour parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est une colle. J'ai pas de chiffres à produire, mais effectivement, quand on a 7 millions pour Pornhub, je crois que c'est 7 millions d'utilisateurs uniques par mois, et dont, alors, je crois comprendre que c'est la moitié qui sont des enfants de 12 ans. Après... Je ne sais pas comment forcément, ils récupèrent des données, il y a des traceurs, donc des cookies, et puis après, ils revendent ces données, mais je ne sais pas du tout quel est le marché qui est derrière. En fait, le modèle économique des sites porno, c'est la gratuité, parce que c'est le flux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se battent autant contre l'interdiction aux mineurs, parce que l'interdiction aux mineurs, elle va réduire le flux incontestablement. Parce que c'est le flux, et avec le flux, c'est le prix auxquels ils vendent les espaces publicitaires sur leur site. C'est ça leur modèle économique. Et quand on dit ce sont des menteurs, incontestablement, parce qu'il y a ce modèle-là, et puis il y a d'autres sites plus petits qui sont dans les mêmes groupes, dans lesquels il y a des abonnements, dans lesquels les gens déjà payent avec une carte bleue. Donc déjà, ils recueillent des données. Ils nous font croire qu'ils ne veulent pas de données. C'est pas vrai. Ce qu'évoquait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de basculer du modèle gratuit à un modèle 100% payant. Qu'est-ce que ça soulève au passage une question subsidiaire sur le côté payant, c'est que certains productrices de X, je citais Nikita Bellucci tout à l'heure, se targuent d'une
pornographie éthique. Je reprends leur terme. Est-ce que vous y croyez? Il y a quoi être un peu sceptique, honnêtement, mais je vous soumets quand même ça parce que ça monte. Ouais. Laurence Rossignol, sur la gratuité, vous étiez dans cette démonstration. Non, mais sur la gratuité... Je sais que la gratuité, c'est leur modèle économique. Je vais juste dire une chose sur les contrôles d'âge. Il y a un secteur, ce sont les sites de jeux d'argent en ligne, qui sont interdits aux mineurs. Et ça marche très bien. Il y a un contrôle d'âge. Et je n'ai jamais entendu ces sites venir pleurer qu'il fallait ouvrir, qu'ils ne pouvaient pas le faire, qu'ils n'y arrivaient pas. Donc c'est quand même très spécifique aux sites porno, ce discours sur de défenseur des libertés. Après, sur rendre les sites payants, oui, ça peut être une... mais en fait, je ne vais pas les mêler de savoir comment elle doit organiser l'économie des sites. Moi, je fais de la santé publique. D'accord. C'est ça. Après, sur le porno éthique, on peut en discuter un petit moment parce que je pense qu'on est quelques-uns à être un peu perplexes. Je voudrais rebondir plutôt sur le thème de santé publique. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on termine là-dessus parce que finalement, on l'a évoqué en permanence, en filigrane. Vous parlez de génération brûlée ou sacrifiée. On pense aux conséquences sur la sexualité, évidemment, mais il y a aussi des conséquences sur la santé mentale des enfants. C'est ce que décrit cette infirmière scolaire qui s'appelle Samia Bounouri, qui a été entendue ici au Sénat il y a quelques semaines. Certains enfants, adolescents, à un âge où ils sont en pleine construction, peuvent présenter des symptomatologies variées, allant du traumatisme, lié au fait que ces enfants et jeunes ne s'attendaient pas aux images vidéo visionnées, du fait qu'ils ne soient non préparés, et qu'ils n'ont pas le recul suffisant. Ça peut conduire jusqu'à une chute des notes, des difficultés de concentration qui peuvent avoir un impact fort sur leur scolarité, sur leur réussite scolaire. Cela passe aussi parfois par du repli sur soi, de l'isolement, des troubles du sommeil, de l'alimentation, des omnibulations, avec des scènes qui reviennent en flashback à tout moment de la journée, et très souvent un important sentiment de culpabilité, de honte et de dégoût. Justine Atlan, ça fait combien d'années que vous voyez monter ce type de pathologie ou de symptômes de familles ou d'enfants qui viennent vous voir en disant voilà ce qui est en train de se passer? Je vais vous dire, ça fait 20 ans. 20 ans. Parce que l'association e-Enfance, elle a 20 ans cette année, donc elle a été créée en 2005 et elle s'est créée sur ce sujet de la confrontation des mineurs au contenu pornographique. Qu'est-ce que ça provoque dans le cerveau d'un enfant? Un enfant, il n'a pas de place dans son cerveau pour recueillir ça. Il n'a pas de mots, il n'a pas de cases, il n'a rien. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une effraction psychique. C'est comme un coup de poignard dans son cerveau. C'est d'une violence sans nom. Il ne sait pas quoi en faire. Donc c'est pour ça que c'est un traumatisme, c'est qu'il reste figé avec ça et il ne peut le mettre à aucune place. Donc ça continue, ça l'occupe, ça l'envahit. Ce que l'infirmière a relaté, évidemment, est très juste. Il y a des choses qu'elle n'a pas mentionnées qui sont comment on s'en rend compte que des enfants étaient exposés à ça. C'était la question que j'allais vous poser. Alors, effectivement, il y a ce qu'elle a évoqué qui sont des changements que tout un parent peut voir chez un enfant et se poser la question de pourquoi. Il y a évidemment des cauchemars, des choses comme ça. Il y a souvent des dessins. Par exemple, quand un enfant commence à faire des dessins à caractère très sexuel, souvent, ça montre qu'il a vu des images et la seule façon de l'exprimer, c'est de les dessiner. Il y a aussi, et ça se constate de plus en plus dans les écoles, des enfants qui vont avoir des comportements très sexués, c'est-à-dire qu'ils vont mimer en fait ce qu'ils ont vu, parce que c'est la seule façon à nouveau de s'en débarrasser et de l'exprimer, de le manifester, et donc ils vont avoir des comportements avec d'autres enfants à caractère très, très sexué, voire un peu d'agression sexuelle, et souvent, effectivement, c'est la manifestation du fait qu'ils ont été confrontés à ces images et qu'ils ont besoin de l'exprimer, il n'y a pas de mots pour ça, parce qu'ils savent pas ce que c'est, et qu'ils doivent le faire de cette façon-là. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est une violence vraiment inouïe, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que ces contenus sont dits adultes et sont réservés aux adultes, et les adolescents, ça a d'autres impacts, mais chez les enfants petits, c'est vraiment dramatique. Il y a un lien avec l'augmentation des mineurs auteurs de violences sexuelles. Voilà. Parfois, c'est parce qu'ils sont victimes eux-mêmes, mais être exposé à des images pornographiques, ça fait de l'enfant une victime de violences sexuelles. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat et je vous dis à bientôt sur Public Sénat.